Je vais d'abord vous présenter l'intervenante qui n'est pas là. Berfoum Kolak, qui est toujours d'ailleurs membre du parti HDP depuis 2012 et qui fait partie du comité jeunesse ainsi que du comité central du parti. En 2015, elle était présente lors de l'attentat terroriste d'Ankara qui a visé une manifestation pacifiste de jeunes militants du HDP et d'autres syndicats de gauche. Et elle a été blessée lors de l'explosion, blessée au tympan. Et c'est à cause de ça, en fait, qu'elle n'a pas pu nous rejoindre. Impossible de prendre l'avion pour le moment. Ça serait trop douloureux. Nous aurons des intervenants donc, grecs qui n'ont pas les tympans abîmés, que je vous présenterai tout à l'heure puisque vous interviendrez en deuxième partie. Et nous commencerons donc une première intervention avec Marco Lopez, donc, qui est à ma gauche, qui a participé au mouvement des indignés à Madrid en 2011. Puis il a vécu à Londres et à Paris et il a milité à la section parisienne de Podemos, ainsi que dans des mouvements de jeunes Espagnols émigrés en raison de la crise économique. De retour en Espagne, il travaille actuellement comme professeur d'histoire-géographie et il est aussi journaliste freelance. Il a étudié l'histoire de l'art et a suivi un master de philosophie et critique contemporaine de la culture. Donc vous avez au maximum 20 minutes. 20 minutes. Ouais. Oh, okay. Ça va? Je m'oublie de... Bon, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier l'IREMO pour l'organisation de ces colloques. Ce type d'espace de réflexion sont de plus en plus nécessaires vu la dérive et le rythme de notre temps. Je voudrais aussi dire que c'est un grand honneur pour moi de pouvoir être ici avec mon camarade de Syriza, dont l'expérience nous apprend chaque jour des dures mais des précieuses leçons. On a entendu parler des effets, on a entendu parler des contextes extrêmement et directement répressifs et violents dans des pays arabes. Et on ne croit pas que quelque chose comme ça puisse apparaître en Europe. Mais on a oublié qu'en Grèce, ils ont souffert et ils souffrent une véritable guerre et dictature économique. C'est un autre type de guerre et de dictature, mais qui est maintenant ici en Europe. Et je crois qu'il faut se souvenir de ça parce qu'ils sont en train de faire la même chose en Espagne. Et la France, c'est un objectif très important. C'est juste, je voudrais souligner ça. Et avant de commencer, je voudrais aussi souligner que je ne suis pas ici en tant que représentant de Podemos. Je n'occupe pas aucun poste organique dans le parti. Et donc, je parlerai juste en tant que, si vous voulez, un jeune précaire espagnol qui milite dans Podemos et qui a participé, parmi autres, dans les Indignés et aussi à Nuit debout. Pour ce petit exposé, je vais juste essayer, d'après mon expérience, et d'après mon point de vue aussi, de répondre juste à une question. Quel est le nouveau, et on va mettre entre guillemets nouveau, quel est le nouveau caractéristique quel est le nouveau et plus caractéristique élément d'engagement citoyen qui émerge lors du mouvement d'occupation des places du 15e, connu en dehors de l'Espagne comme mouvement des Indignés? Et puis, on pourrait aussi proposer une deuxième question. Comment cet élément a pris forme après dans un parti mouvement comme Podemos? Quelle transformation a-t-il souffert? Quelles limites, quelle potentialité trouve-t-il? Je ne crois pas avoir le temps pour approfondir dans cette question, mais avec 20 minutes peut-être, mais je ne voudrais pas parler 20 minutes parce que c'est beaucoup, je crois. Les Indignés, le mouvement du 15e, 15 mai 2011. Les contextes, nous les connaissons tous très bien. Est un contexte de crise économique, sociale et démocratique grave, produit par les politiques d'ajustement, les soi-disant politiques austéritaires, imposées d'abord par les gouvernements socialistes de Rodríguez Zapatero
et puis par le gouvernement de Mariano Rajoy, du parti de la droite. Avec la crise sociale et de légitimité, l'autre élément crucial à prendre en compte est l'expansion d'un mécontentement inorganique, transversal et qui n'est pas, et ça c'est très important, exprimé dans les codes des identités politiques traditionnelles. Au milieu d'une société civile en général désorganisée, plus désorganisée que la société française, d'une rupture des liens communautaires et après plusieurs décennies de déclin des valeurs de la coopération sociale et de défaite des forces de gauche. Ça, c'est un contexte à prendre en compte pour comprendre la nouveauté du mouvement et la réponse du mouvement des indignés. Aussi, la progressive disparition des différences entre les deux pôles du bipartisme, et ici en France, je crois que vous comprenez qu'est-ce que c'est le problème. Et avec une unique horizon de possibilités, le néolibéralisme commence à éroder la capacité des élites à générer un consensus. Et ce que certains appellent de la désaffection démocratique n'est qu'un phénomène de divorce entre les citoyens et leurs représentants. Ces derniers perçus comme un groupe fermé qui travaille pour leurs propres intérêts et les intérêts des pouvoirs économiques qui ne se présentent jamais aux élections. Précisément, les cris les plus connus des indignés étaient « non nous représentants ». Ils ne nous représentent pas. Ils ne nous représentent pas. Mais au même temps, il était accompagné par un autre cri « réelle démocratie maintenant ». Nous ne sommes pas des marchandises dans les mains des politiciens et des banquiers. Alors, le mot démocratie, comme avant on parlait du mot de citoyenneté ou de citoyen, le mot démocratie en tant que signifiant s'ouvrait à la dispute dans ce moment-là. Nous voyons ici un paradoxe, une tension contradictoire, en même temps un refus de la démocratie et une demande de démocratie. La démocratie est une imposture, car ces gens-là nous ne représentent pas, ils représentent d'autres. Mais en même temps, on veut une réelle démocratie. Pour complexifier plus encore la question, ce deuxième point, cette demande de démocratie réelle, était à la fois, d'une façon confuse, un mouvement réactionnaire, ça veut dire défendre de l'offensive austéritaire le pacte social de la démocratie d'avant la crise économique, et un mouvement révolutionnaire. On veut autre type de démocratie, plus participatif, plus démocratique, plus social, etc. Une révolution démocratique. Réactionnaire, compris comme réponse, comme résistance. On ne veut pas changer. Révolutionnaire, compris comme proposition, comme offensif. On veut changer pour le meilleur. L'enjeu était donc dans la tension entre ces deux mouvements qui traversaient la demande démocratique. Pour vous donner une idée, lors des mobilisations des indignés, les sondages indiquaient qu'entre 70 et 80% des Espagnols sympathisaient avec les mobilisés des places. Ça, c'est beaucoup de gens. 90-80% des Espagnols soutenaient les indignés. Cela ne veut pas dire qu'il y a eu 80% des Espagnols qui s'identifiaient avec la gauche ou avec l'imaginaire du militantisme classique. Cela veut dire qu'il y avait 80% des Espagnols qui sympathisaient comme étant les gens d'en bas contre le démantèlement de la santé et l'école publique, la destruction du droit du travail, du droit de manifester, contre la corruption structurelle, contre la subordination des médias et des forces policières aux intérêts des grandes corporations. C'est d'ici que découle l'élément pour moi le plus important et le plus caractéristique et déterminant du phénomène du 15e. Depuis le commencement, il y a eu un consensus fondateur parmi les indignés. Aucun parti, aucun drapeau dans la place. Un refus à tout ce qui se comprenait comme un repli identitaire, à la figure et à l'imaginaire classique du militant et du militantisme. Une volonté toujours présente de penser en ceux qui n'étaient pas là, dans la place, et qui ne s'identifiaient pas avec les drapeaux classiques du militantisme, mais qui souffraient aussi les conséquences de la crise et des mesures austéritaires.
Et alors, une pratique qui visait à les chercher, à trouver les mots pour les interpeller et les mobiliser par de nouvelles formes d'engagement. Cela se traduisait par, d'abord, une préoccupation pour le langage, pour le discours, pour la bataille du langage, la réappropriation des paroles comme peuple, nation, démocratie, citoyen, des paroles qui articulent le sens commun de nos sociétés et qui sont depuis longtemps monopolisées par les droites, un enjeu fondamental d'après cette hypothèse pour articuler la majorité sociale et faire converger l'hétérogénéité. Une concession du langage éloignée de l'identité est compris comme un enjeu tactique. Le problème est que le jeu était truqué, car la topie classique gauche-droite du bipartisme espagnol, qui a servi de pôle d'orientation politique auquel les citoyens pourraient facilement s'identifier, nous reléguait à une position marginale de gauche extrémiste, dans l'imaginaire libéral qui est hégémonique dans nos sociétés occidentales. Gauche radicale veut dire utopie, totalitarisme, anarchie, la perte de la foule, partage équitable de la misère et autres fantômes que les grands médias aiment utiliser pour démobiliser le peuple. Dans ce tableau gauche-droite truqué, le sens commun est censé s'y situer dans les centres droits, les centres gauche, et les partis des extrêmes sont condamnés à une désactivation efficace. Pas seulement les partis, mais aussi les mouvements sociaux. Ce sont des radicaux, c'est la foule qui commence à... C'est irrationnel, la foule. Lorsque notre adversaire souhaite nous cataloguer, nous nous y refusons, il faut changer les termes. Pour l'obliger à jouer dans notre territoire, avec nos paroles. L'axe politique était alors l'antagonisme de ces d'en bas, la mince majorité frappée par la crise et par l'austéricide, et c'est d'en haut. Ce qu'exprimaient les indignés dans la place et qui comprenaient tout le monde était « vous êtes les radicaux, nous sommes les démocrates ». Au niveau organisationnel, cela se traduisait par l'émergence de nouveaux mouvements sociaux appelés mareas, de nouveaux acteurs politiques d'engagement citoyen qui n'étaient pas liés à aucun parti politique ou syndicat. Des mouvements sociaux focalisés dans des problèmes concrets qui touchaient à tout le monde dans sa quotidienneté. La santé, la marée blanche, l'éducation, la marée verte, l'immigration, la marée rouge, la précarité dans les jeunes, le mouvement de la jeunesse sans futur et la plus importante, la PA, contre les expulsions des logements. D'ailleurs, la maire de la ville de Barcelone, elle vient du mouvement de la PA. Des dizaines de nouveaux mouvements sociaux qui, à la faveur des indignés, sont arrivés à politiser et mobiliser des majorités sociales. Et le plus important, des gens qui n'ont jamais été intéressés par la politique ou la militance. Toujours penser dans les gens qui ne sont pas ici. Ça, c'est l'enjeu fondamental des indignés. Le deuxième point, et je vais être bref, c'est Podemos. Et tout d'abord, pour commencer, je voudrais clarifier un point qui me paraît fondamental, mais qui a été mal compris en dehors de l'Espagne. J'ai entendu beaucoup dans les médias, mais aussi à la Nuit debout, dire que la différence principale entre les indignés et la Nuit debout était que Nuit debout ne voulait pas faire un parti, tandis que les indignés ont fini par construire Podemos. Ceci est une erreur. Podemos n'est pas la continuation organique des indignés. C'est complètement différent, les indignés et Podemos. Podemos est la réponse parmi beaucoup d'autres, mais peut-être celle qui a arrivé à conditionner le plus l'échiquier politique espagnol, la réponse aux limites et l'impuissance des mouvements de place. Et ici, je sais que je suis en train de toucher un point polémique, parce qu'on est en train de parler sur la question des mouvements sociaux et de l'engagement citoyen. Il y a des gens qui soutiennent que l'émergence de Podemos a démobilisé la rue. Mais Podemos est né lors des élections européennes du 25 mai 2014 en Espagne. Cela veut dire 3 ans après les indignés. Après les indignés, en décembre 2011, la droite a gagné avec une majorité absolue. Après avoir eu 80% des Espagnols qui soutenaient les demandes des indignés, la droite espagnole a obtenu la
la majorité absolue dans les élections. Là, ça a été vraiment quelque chose de choquant pour les gens. Non? Les mouvements des marées, les mareas, ont intensément duré jusqu'à fin 2012. Mais après, on a constaté comme la solidité des appareils de l'État assurait qu'aucune éruption catastrophique de protestation ne pouvait pas, hormis quelques exceptions louables, ne pouvait pas arrêter les politiques appauvrissement, oui, et inverser le processus du pillage du pays et de ses habitants. Et cela mène peu à peu au découragement et à la conséquente démobilisation. Là, on touche une question fondamentale, à mon avis, qui c'est comment est-ce qu'on arrive à articuler la lutte institutionnelle et la lutte dans la rue. Parce qu'on a vu beaucoup d'expériences, comment une force qui se présente aux élections et qui arrive à gagner le pouvoir, après, il n'y a pas de force sociale derrière, et les forces qui ne se présentent pas à la sélection commencent à annuler le pouvoir de ces gouvernements-là. Mais aussi, et ça c'est le cas espagnol avant de Podemos, Podemos n'a gagné pas la sélection, il faut dire ça, mais avant, avec les indignés, on a vu comme toute la population espagnole soutenait les indignés, mais ils ont fait rien, non. Il y a eu quelque chose qui a changé au niveau social, ça c'est sûr. L'hypothèse Podemos est née premièrement d'une lecture de ce qui s'est passé lors des indignés et une appropriation et alors une transformation des éléments que nous venons d'exposer. Mais deuxièmement, Podemos est né aussi du besoin d'amener la bataille aux institutions et d'une réponse à cette impuissance qu'on trouvait, avec des fronts fondamentaux. Les médias, surtout la télévision et les réseaux sociaux, et les élections départementales et présidentielles. Cela supposait le défi de faire concilier une organisation politique indépendante des banques, organisée en cercle, en assemblée, fortement démocratique, mais à la fois répondre aux exigences médiatiques et électoraux qui demandaient la formation de l'organisation, et ça c'est très polémique, c'était les premières Podemos, une machine de guerre électorale. Là, ils sont arrivés vraiment à la conclusion, on veut gagner, on va lutter dans toutes les conséquences, on ne veut pas finir comme un petit parti de gauche dans l'extrême du Parlement qui montre des pancartes, mais ils sont très contents comme ça. Ça, c'était vraiment la logique. Mais là, ça a commencé à générer des contradictions parce que c'est une tension entre le besoin d'articuler une force sociale et de politiser les gens et de faire participer les gens, mais en même temps, les besoins dans une année électorale, parce que c'était 2014, et en 2015, il faisait faire la sélection, de confronter les exigences et la rapidité des médias, tous les médias contre Podemos. Alors là, cette continuelle tension, c'est quelque chose, il y a eu beaucoup de critiques, mais il faut comprendre ces deux dimensions. Et bon, je m'arrête ici. Et merci beaucoup. Merci. Bien, merci Marco Lopez pour cette présentation. Donc maintenant, nous allons nous tourner vers la Grèce. Donc avec Georges Diakos, qui est membre de l'organisation de la jeunesse de Syriza depuis 2008 et a suivi tout le déroulé des événements qui a mené le parti Syriza au gouvernement en Grèce. Il est membre du secrétariat politique des jeunes de Syriza et à ce titre est en charge de ses activités sur une grande part de la ville d'Athènes. Il est diplômé en psychologie ainsi qu'en sciences de la communication et s'intéresse aux dimensions culturelles et psychanalytiques des médias. Georges Diakos va nous faire le plaisir de nous faire entendre la langue grecque. Donc il a à ses côtés une complice qui nous fera donc une traduction, Anastasia Politi,
qui est comédienne et metteur en scène grecque basée en France et coordinatrice de Syriza en France. Voilà. Est-ce que vous avez besoin de venir près de l'ordinateur, peut-être? Non, ça va. Καλησπέρα. Bonsoir. Αγαπητοί φίλοι, καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ το Ινστιτούτο, το Ηρέμο, για την ζεστή φιλοξενία. Chers amis, nous remercions très chaleureusement l'IREMO pour cette invitation et hospitalité. Και για τη δημιουργικότητα και την όρεξη με την οποία παρατηρώ ότι προσεγγίζουν το αντικείμενό τους. Et pour l'enthousiasme et l'élan avec lesquels approchent les sujets d'études et de recherche. Αρκετοί από εσάς θα γνωρίζετε για το ΣΥΡΙΖΑ. Το ακρονίμιο ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς. Nombreux sont ceux parmi vous qui savent que ce que signifie Syriza. Syriza, c'est l'acronyme de la coalition de la gauche radicale en Grèce. Και από τον Ιανουάριο του 2015, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι βασικός κορμός της κυβέρνησης στην Ελλάδα. Et depuis janvier 2015, Syriza est le tronc du gouvernement de Grèce, gouvernement de coalition. Παρά τις όποιες δυσκολίες της τελευταίας περίοδου, τις οποίες οι περισσότεροι θα γνωρίζετε, Malgré toutes les difficultés parmi vous, certains les connaissent. Συνεχίζουμε να είμαστε περήφανοι εκπροσωπώντας την πρώτη αριστερή κυβέρνηση στην Ευρώπη, τουλάχιστον τις τελευταίες δεκαετίες. Nous sommes toujours très fiers de représenter le premier gouvernement de gauche radicale en Europe, du moins durant les dernières décennies. Η ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ πηγαίνει αρκετά πιο πίσω σε σχέση με τους Ποδέμους ή το ΧΕΝΤΕΠΕ. L'histoire de Syriza remonte un peu avant celle de Podemos ou du HDP. Ο ΣΥΡΙΖΑ ιδρύθηκε το 2004 ως συμμαχία κομμάτων της ριζοσπαστικής και ανανεωτικής αριστεράς. Syriza a été créé en 2004 en tant que coalition de la gauche radicale et comment dire, ananeutikis, excusez-moi, rénovatrice. Voilà, gauche radicale et rénovatrice. Αυτό το γεγονός δεν συνέβη τυχαία. Πρώτα απ' όλα ήταν μια προσπάθεια να τερματιστεί η πολυδιάσπαση που υπήρχε στα διάφορα κόμματα της ριζοσπαστικής αριστεράς στην Ελλάδα, που αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους στο ΣΥΡΙΖΑ. Ceci n'était pas un fruit du hasard, mais le résultat des essais qui ont été menés par plusieurs formations de la gauche radicale d'unir leurs forces pour faire face à la dégradation de la gauche radicale. Και ταυτόχρονα το 2004, σε μια περίοδο που το να συμμετέχει κανείς σε κινήματα ήταν πιο περιθωριακό, η ίδρυση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν προϊόν και μιας επικοινωνίας που υπήρχε σε κινήματα το προηγούμενο διάστημα, στο κίνημα κατά της παγκοσμιοποίησης, στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουμ, αλλά και σε κινηματικά γεγονότα μέσα στην Ελλάδα, που ήταν ως απάντηση στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που εφήρμοζε τότε χωρίς μνημόνιο η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Alors, être engagé et militer au sein de Syriza ou de la gauche radicale en 2004, c'était encore quelque chose d'un peu exceptionnel, un peu, on pourrait nous considérer comme un peu des marginaux à l'époque. C'était l'époque pourtant de mouvements sociaux organisés contre la mondialisation, tels le Forum social européen, et de nouveaux mouvements sociaux grecs en réponse aux politiques néolibérales appliquées par le gouvernement des socialistes, le PASOK. Το 2006 με 2007, πηγαίνουμε λίγα χρόνια αργότερα, ο ΣΥΡΙΖΑ στήριξε και συμμετείχε οργανικά στις κινητοποιήσεις ενάντια στην προσπάθεια της τότε κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να αναθεωρήσει το Σύνταγμα και να επιτρέψει τη δημιουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. En 2006 et 2007, Syriza était alors un parti qui avait entre 3 et 4%. Il a participé très massivement à des manifestations contre la tentative du gouvernement de la droite,
qui avait comme but de reviser la Constitution pour permettre le fonctionnement des universités privées en Grèce. Cela a donné un grand potentiel à Syriza, l'a porté auprès des jeunes et des étudiants et d'une partie des professeurs d'université qui étaient les protagonistes de ce mouvement. Εν τω μεταξύ, λίγο καιρό αργότερα η κατάσταση στην Ευρώπη και στον κόσμο άρχισε να αλλάζει. Το 2008 η κρίση χτυπά τη ΣΥΠΑ και αρχίζει να εξαπλώνεται στην Ευρώπη. Entre-temps, la situation change dans le monde. En 2008, la crise frappe les États-Unis et se répand lentement en Europe. Στην Ελλάδα το 2008 έχουμε μια δεξιά κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία κυβερνώντας μετά από πολλά χρόνια αρχίζει να παρακμάζει, βυθίζεται στα σκάνδαλα, δηλώνει ότι θα λάβει μέτρα λιτότητας για να αντιμετωπίσει την κρίση και τότε μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα συμβαίνει ένα αστάθμητο γεγονός. Σκοτώνεται ένα 15χρονο παιδί από σφαίρα αστυνομικού στην Αθήνα. En Grèce, en 2008, le gouvernement de droite, au pouvoir depuis 2004, commence à décliner. Il est proie à des scandales, dit qu'il va prendre des mesures d'austérité pour faire face à la crise qui vient d'Amérique. Et entre-temps, en 2008, 2 bateaux de pêche partant depuis la Grèce, portant 44 militants des droits de l'homme de 17 pays, brisent pour la première fois avec succès, après 41 ans, le blocus maritime de la bande de Gaza. Des députés de Syriza soutiennent personnellement cette opération en étant sur le bateau, exprimant activement leur soutien et leur solidarité au peuple palestinien. Puis, en décembre 2008, dans un tel climat, la Grèce est choquée par l'assassinat d'un étudiant, d'un lycéen plutôt, âgé de 15 ans, Alexandros Grigoropoulos, ou Alexis Grigoropoulos, tué par un agent de police en plein place Exarchia, un quartier d'Athènes qui est l'espace d'expression des cultures subversives depuis des décennies. Τότε τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου ακολούθησε ένα τεράστιο κύμα οργής, μια εξέγερση, η οποία σημειώθηκε στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και εκδηλώθηκε με διαδηλώσεις μαζικές, συγκεντρώσεις, καταλήψεις δημόσιων κτηρίων κλπ. Χιλιάδες μαθητές, πρώτα απ' όλα, και φοιτητές, αλλά και κόσμος που δεν κατέβαινε μέχρι τότε στο δρόμο, κατέβηκε στις πορείες και επί μέρες και εβδομάδες γίνονταν επεισόδια στην Αθήνα και συγκρούσεις με την αστυνομία. Alors, une vague de colère a explosé, surtout auprès des jeunes. Et les jours suivants, il y a eu soulèvement à Athènes et dans d'autres villes grecques avec des démonstrations, des rassemblements, des occupations de bâtiments publics, etc., etc. Des milliers d'étudiants, mais aussi des gens qui ne sortaient pas dans la rue pour manifester, sont alors descendus dans les rues. Des incidents graves et des affrontements violents avec la police ont eu lieu et ces événements ont duré des semaines jusqu'à fin janvier 2010. Τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, ένα μικρό κόμμα της αριστεράς του 3 και του 4%, ήταν το μόνο κόμμα εντός Βουλής που στήριξε την εξέγερση και καταδίκασε την αστυνομική βία, την ίδια στιγμή που άλλα κόμματα, ακόμα και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, μιλούσαν για ταραξίες, κουκουλοφόρους και προσπαθούσαν να απαξιώσουν τα γεγονότα. Syriza était alors le seul parti au Parlement qui a condamné la violence policière, l'a bien distingué de la violence entre guillemets des jeunes, et qui, tandis que les autres partis, tous les partis traditionnels, le Parti communiste inclus, condamnaient le troubleur de l'ordre public et les personnes cagoulées qui brûlaient des voitures. Και σημαντικό είναι να κρατήσουμε ότι από τότε περίπου άρχισε να σχηματοποιείται μία κατηγορία απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρισκόταν πίσω από κάθε ενοχλητικό κινηματικό γεγονός ως πολιτική κάλυψη στους τραμπούκους και στους ταραξίες. Et dès lors, on a commencé à former une accusation contre Syriza comme étant l'espace politique qui couvrirait ou qui protégerait le fauteur de troubles des anarchistes. Et à chaque fois qu'il y avait un phénomène social un peu inquiétant, Syriza était à l'origine, selon les médias systémiques et les partis traditionnels. Το 2009 η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας χάνει τις εκλογές, έρχεται ξανά το ΠΑΣΟΚ
υποσχόμενο κοινωνικές παροχές. Αντί για αυτό όμως, λέει στον κόσμο, ξεχάστε τις παροχές, χρεοκοπήσαμε και είμαστε αναγκασμένοι να μπούμε σε μνημόνιο λιτότητας. En 2009, nous avons le gouvernement du PASOK, les socialistes entre guillemets, qui vient au pouvoir sur des promesses de politique sociale bien avantageuses. Au lieu de cela, une fois au gouvernement, le PASOK dit au peuple, oubliez les avantages sociaux, nous sommes en faillite et nous sommes obligés d'aller dans le programme d'austérité. Au printemps 2010, le gouvernement a signé le premier protocole d'accord de politique d'austérité sauvage. Et ensuite, à travers un autre programme grec, le FMI vient dans la zone euro, chez nous. Εκείνη την περίοδο η ελληνική κοινωνία βρίσκεται λοιπόν σε ένα σοκ και ο κόσμος αισθάνεται ότι τα πάντα καταραίουν. À l'époque, donc, la société grecque subit un choc, les gens pensent que tout s'effondre. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση και τα μεγάλα μίντια στην Ελλάδα προσπαθούν να αποδείξουν στον κόσμο ότι το μνημόνιο είναι για το καλό σας, ότι είναι η καλύτερη λύση για την Ελλάδα. En même temps, les médias et les grandes formations politiques tentent de prouver que les politiques d'austérité sont la meilleure solution pour la Grèce, c'est pour le bien du pays, et c'est tout pour le démontrer. Ωστόσο, από εκείνη την περίοδο ο κόσμος δεν συμβιβάστηκε με το μνημόνιο, δεν εκδηλώθηκε κάποιο μαζικό κοινωνικό κίνημα, όμως ο κόσμος συμμετέχει σε απεργίες, ενώ παράλληλα διοργανώνονται πιο τοπικά κινήματα. Depuis lors, en Grèce, nous avons une époque terrible qui commence, une époque aussi qui a donné beaucoup d'événements historiques, des bouleversements politiques majeurs. Rappelez-vous, Syriza est encore un petit parti de gauche qui fait 3 à 4%. Ένα από αυτά τα τοπικά κινήματα είναι το κίνημα «Δεν πληρώνω», το οποίο είναι ένα κίνημα με κόσμο ο οποίος αρνούται να πληρώσει υπερβολικά υψηλά διόδια, άδικους φόρους. Τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ συμμετείχαν και στήριξαν αυτό το κίνημα. Alors, les mouvements sociaux au niveau local s'amplifient et prennent racine. De mouvements sociaux de toutes sortes, de mouvements locaux. Par exemple, le mouvement «Δεν πληρώνω», je ne paye pas. Un mouvement de refus de paiement des péages excessifs sur les autoroutes ou des taxes injustes. Les membres et les députés de Syriza participent et soutiennent ce mouvement. Και πηγαίνουμε το 2011, όπου πλέον η λιτότητα στην ελληνική κοινωνία είναι μία πραγματικότητα. Πάρα πολλοί κόσμος έχει χάσει τις δουλειές του, έχουν κλείσει επιχειρήσεις, η ανεργία των νέων φτάνει πλέον σε δυσθεώρητα επίπεδα. Nous arrivons donc en 2011, l'austérité et la crise battent le plein, une réalité déprimante pour toute la société grecque. Et nous avons de nombreuses massives protestations sociales et des manifestations partout dans le pays. Το Μάιο του 2011 άρχισε να γίνεται γνωστό στην Ελλάδα το κίνημα των Indignados στην Ισπανία. Είχε προκαλέσει μεγάλη εντύπωση. En mai 2011, en Grèce est devenu très connu le mouvement des Indignados, donc venu d'Espagne, en Espagne, qui avait suscité beaucoup de sympathie. Και έγιναν και κάποιες εκδηλώσεις αλληλεγγύης εκείνο το διάστημα στην Ισπανική Πρεσβεία στην Αθήνα, αλλά ήταν κάπως ανεμικές. Il y a eu même certains rassemblements devant l'ambassade d'Espagne à Athènes, mais ils étaient un peu marginalisés. Την ίδια περίοδο γίνονται κάποιες απεργίες χωρίς μεγάλη συμμετοχή, αλλά είναι χαρακτηριστικό το εξής. Διάφορα κόμματα της αριστεράς προσπαθούν να δημιουργήσουν τότε πολιτικά γεγονότα χωρίς επιτυχία. Δηλαδή, μετά από κάθε απεργιακή πορεία, λένε στον κόσμο μείνετε στην πλατεία μπροστά από το κοινοβούλιο. Όμως, αυτές οι κλήσεις, ας πούμε, αυτά τα καλέσματα, τις περισσότερες φορές δεν πετύχαιναν, αποτύχαναν. À l'époque, donc, on fait des grèves qui ne sont pas très bien suivies. Il y a une caractéristique, différentes formations de gauche essayent de créer des événements politiques sans toujours avoir du succès. Et à Athènes, comme tous les schémas de militants qui grévistes passent devant le bâtiment du Parlement, alors on lance le mot d'ordre de passer devant le Parlement sur la place Syntagma et d'y rester pour faire pression. Mais au début, ça ne prend pas. Cet appel à rester devant le Parlement ne prend pas tellement, bien qu'on dit « venez comme place Tahrir ou comme à Madrid ».
Τότε έγινε ένα περιστατικό το οποίο αμφισβητείται αν είναι αληθινό, αλλά εμένα μου αρέσει να το διηγούμε. Κάποια στιγμή στην πλατεία που μαζεύονταν οι Ινδιγνάδος στη Μαδρίτη, κρεμάστηκε ένα πανό που έλεγε «Σιωπή, οι Έλληνες κοιμούνται». Alors là, il est arrivé un incident, peut-être c'est anecdotique, peut-être ce n'est pas vrai, mais moi j'aime bien le raconter ici. On a dit qu'à Madrid, lors d'un rassemblement des Indignados, on a accroché une banderole disant « Chut, silence, il ne faut pas réveiller les Grecs dorment ». Alors, quelque chose comme ça. Et quelques jours plus tard, λίγες μέρες μετά βγήκε ένα κάλεσμα στο Facebook για συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος μπροστά από το Κοινοβούλιο. Και το αίτημα τότε έγινε από κινήσεις πολιτών. Δεν είχε κάποιο συγκεκριμένο πολιτικό πλαίσιο και είχε τεράστια μαζική ανταπόκριση. Alors, quelques jours plus tard, un appel est arrivé sur Facebook et pour inviter à un rassemblement devant le Parlement, place Darma. Et la demande a été finalement suivie de façon massivement grâce aux médias sociaux. Λοιπόν, το πολιτικό πλαίσιο με το οποίο, ας πούμε, έγινε αυτή η πρώτη συγκέντρωση στο Σύνταγμα δεν είχε αριστερή πολιτική αναφορά και γι' αυτό η αριστερά το είδε με κάποια καχυποψία. Παρ' όλα αυτά βρέθηκε εκεί. Ce premier rassemblement devant le Parlement, place Sindarma, n'avait pas tellement une couleur bien partisane, au contraire. Et c'est pourquoi les partis politiques de la gauche, au départ, ont vu ce rassemblement avec une certaine méfiance. Εκείνη η πρώτη συγκέντρωση είχε εντυπωσιακή συμμετοχή. Είχε πετύχει το κάλεσμα στο Facebook. Έβλεπες κόσμο ο οποίος δεν κατέβαινε σε πορείες, ανθρώπους όλων των ηλικιών, ζευγάρια με παιδιά και έβλεπες και το συμφοιτητή σου, ο οποίος πάντα του έλεγες να κατέβει σε πορεία και ποτέ δεν κατέβαινε. Mais alors, ces rassemblements ont vraiment été une réussite très massive parce que on y voyait toutes sortes de gens de tout âge, de couples avec enfants dans la poussette. Notre camarade de classe à qui on a toujours dit de descendre dans la rue et n'y voulait pas, mais là, il était là, sur la place. Σιγά σιγά η διαδικασία αυτή άρχισε να μονιμοποιείται. Γινόντουσαν αυθόρμητες συγκεντρώσεις τα απογεύματα και τις Κυριακές πραγματοποιούνταν πολύ μαζικές συγκεντρώσεις στην πλατεία Συντάγματος και σε κεντρικές πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Alors petit à petit, ces rassemblements ont été répandus à travers toute la Grèce et il y avait des rassemblements dans toutes les places publiques dans les grandes villes en Grèce. Η κυβέρνηση και τα μίντια, τα κυρίαρχα, είδαν το θέμα με παγωμάρα. Le gouvernement et les médias ont été très, très effrayés devant ce phénomène. Και προσπαθούσαν να το αποπολιτικοποιήσουν. Et ils ont essayé de lui enlever son caractère politique. Από ένα χρονικό σημείο και μετά, ο κόσμος που βρισκόταν εκεί ένιωσε την ανάγκη να μαζευτεί και να συζητήσει. Και άρχισαν να διοργανώνονται συνελεύσεις. Και να υπάρχει ανάγκη να βγαίνουν αποφάσεις συνελεύσεων με πολιτικά αιτήματα, με αποφάσεις για δράσεις, με εκδηλώσεις κλπ. Au bout d'un moment, les rassemblements ont été succédés par des vraies assemblées générales parce que les gens avaient besoin de poser des questions, des sujets, de discuter et de créer des AG, ce qui a été fait. Την ίδια στιγμή υπήρχε κόσμος που άρχισε να μένει στην πλατεία, να στείνει σκηνές. En même temps, des gens ont commencé à arriver avec leurs tentes et à camper sur la place. Τα κείμενα που έβγαιναν από τις συνελεύσεις είχαν ένα ενδιαφέρον. Έθεταν περισσότερο στην αρχή ζητήματα πολιτιακά και θεσμικά, δηλαδή την ανάγκη να γίνει συντακτική συνέλευση, να δημιουργηθεί νέο σύνταγμα. Υπήρχε δηλαδή κυρίαρχο το αίτημα της δημοκρατίας, της συμμετοχής του κόσμου στη λήψη αποφάσεων. Les premières demandes exprimées sur la place Syntagma lors de ces assemblées, c'était la demande d'une nouvelle constitution, de plus de démocratie, plus de participation des citoyens à la prise des décisions. Ça consistait donc à cette demande-là, changer les institutions. Σταδιακά όμως άρχισαν στις αποφάσεις των συνελεύσεων να μπαίνουν και αιτήματα που αφορούσαν την ασκούμενη οικονομική πολιτική. Αιτήματα που καταδίκαζαν το μνημόνιο και τη λιτότητα. Dans un deuxième temps, les demandes exprimées, c'était la critique contre les mesures et les politiques d'austérité. Στο κίνημα των αγανακτισμένων δεν βρέθηκαν μόνο άνθρωποι με αριστερές ιδέες, αλλά και άνθρωποι με αντιλήψεις
δεξιές, εθνικιστικές ή ακόμα και από την νεοναζιστική οργάνωση στην αρχή, στην Ελλάδα, τη Χρυσή Αυγή. Ωστόσο, αυτές οι αντιλήψεις απομονώθηκαν. Dans ce mouvement, il n'y avait pas seulement des gens de gauche, il y avait aussi des nationalistes, voire même parfois l'extrême droite, mais très rapidement, ces tendances ont été isolées. Βρισκόμαστε στο Μάιο του 2011. Η κυβέρνηση διαπραγματεύεται ένα νέο πακέτο μέτρων λιτότητας, το οποίο θα ψηφιζόταν στα τέλη Ιουνίου 2011. Αυτό ονομάστηκε μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Η συνέλευση του συντάγματος αποφάσισε να τον μπλοκάρει. Nous sommes en mai 2011. Le gouvernement est en train de négocier un nouveau paquet de mesures d'austérité et le peuple grec a décidé de le bloquer. Τότε εκτελήχθηκαν κάποιες από τις πιο σημαντικές σκηνές στο κίνημα του συντάγματος. Ήταν ένα περίφημο διήμερο 28-29 Ιουνίου του 2011, στο οποίο οργανώθηκε η περικύκλωση της Βουλής. Alors, le week-end du 28 et 29 juin 2011, c'était un moment critique et capital du mouvement, parce que toute une chaîne humaine a entouré le Parlement. C'était vraiment des milliers de gens sur la place qui protestaient, qui exprimaient leur ras-le-bol et leur besoin de changement. Λοιπόν, υπήρχε μία οργάνωση εντυπωσιακή του κόσμου. Ο κόσμος άρχισε να φτιάχνει ομάδες διαφορετικές. Άλλοι ήταν στην ομάδα επικοινωνίας και μιλούσαν με τα μίντια. Il y avait plusieurs comités qui étaient formés pour les médias, pour la santé. Il y avait beaucoup de blessés parce que la répression policière était violente. Άλλοι στην ομάδα ψυχραιμίας, που ήταν μια πολύ ιδιότυπη ομάδα, που ήταν κόσμος ο οποίος έπρεπε να καλμάρει τον κόσμο, ας πούμε, σε περιπτώσεις καταστολής ή πανικού. Il y avait des groupes de sang-froid qui devaient calmer les gens quand ils étaient pris de panique. Επί 2 μέρες στο Σύνταγμα βρέθηκαν χιλιάδες κόσμος, εκτελήχθηκαν σκηνές απίστευτης αστυνομικής καταστολής. Pendant 2 jours, la place d'Armas, c'était comme un terrain de bataille. Il y a eu énormément de répression policière extrêmement violente. Τελικά το μεσοπρόθεσμο ψηφίστηκε στη Βουλή με απώλειες από την κυβέρνηση τότε του Πασόκ. Et finalement, les mesures d'austérité ont été approuvées au Parlement avec beaucoup de pertes pour les socialistes parce que beaucoup de députés ont démissionné. Και το κίνημα τους επόμενους μήνες άρχισε να φθήνει. Τελικά ο Δήμος της Αθήνας απομάκρυνε και τις τελευταίες σκηνές από το Σύνταγμα λίγους μήνες μετά. Au milieu de l'été 2011, la mairie d'Athènes a finalement évacué tous les restes de manifestants de la place Syntagma et toutes les tentes qui étaient restées, avec violence. Λίγο καιρό μετά γίνεται μια καινούργια κυβέρνηση στην Αθήνα που ο πρωθυπουργός είναι ένας τραπεζίτης. Περνάει ένα χειρότερο μνημόνιο το Μάιο του 2012. Ouais. Et ce qui est excellent, c'est que peu après, on a un nouveau gouvernement avec un Premier ministre non pas élu, mais désigné par les autorités européennes, un banquier. Και περνάει μέσα σε μία νύχτα όπου στην Αθήνα υπάρχει πάλι πάρα πολύ μαζική κινητοποίηση του κόσμου και γίνονται ταραχές. Évidemment, les gens se soulèvent encore. Tout ça, ça se passe de l'espace d'une nuit. C'est une nuit très violente encore. Εδώ σταματάμε την ιστορική αφήγηση. Το 2012 γίνονται εκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ από ένα κόμμα του 4% πηγαίνει μετά από όλα αυτά τα γεγονότα στο 16%. Nous arrivons en 2012. En mai 2012, Syriza est arrivé à 16%, de 3%, suite à tous ces événements-là. Τελικά χάνει τις δεύτερες εκλογές που έγιναν τον Ιούνιο του 2012, αλλά λίγα χρόνια μετά το 2015 γίνεται κυβέρνηση στην Ελλάδα με 27%. En juin 2012, il perd de peu les élections, mais en janvier 2015, vous le savez, il gagne enfin. Και τελειώνοντας τώρα, μπορούμε να αναλύσουμε αυτό το πλαίσιο στους εξής άξονες. Πρώτον, έχουμε την πολιτική της λιτότητας. Δεν είναι τυχαίο ότι οπουδήποτε εφαρμόστηκαν πολιτικές νεοφιλελεύθερης λιτότητας στην Ευρώπη, αυτό είχε ως αποτέλεσμα νέες μορφές πολιτικής έκφρασης. Alors, pour analyser la situation, ce qui était un critère primordial, c'était ces politiques d'austérité et la lutte contre ces politiques d'austérité qui ont cristallisé les mouvements. Δεύτερον, έχουμε, όπως ανέφερε και ο Μάρκο, και στην Ελλάδα είχαμε
κρίση πολιτικής εκπροσώπησης. Comme en Espagne, en Grèce aussi, il y a cette crise de la représentation du peuple au sein des institutions et des organes collectifs qui prennent les décisions. Η βασική αντίληψη που έλεγαν τα κυρίαρχα κόμματα που είχαν κυβερνήσει στην Ελλάδα 40 χρόνια και τα μεγάλα μίντια ήταν ότι το μνημόνιο είναι ο λογαριασμός σε ένα γλέντι που έκαναν οι Έλληνες. Alors, on voulait faire croire que les politiques d'austérité, c'était le résultat d'une conduite tout à fait luxueuse que les Grecs auraient suivie durant les dernières années. Αλλά σημαντικό στοιχείο επίσης να προσθέσουμε είναι ότι η παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ σε όλα αυτά δεν προσπαθούσε να είναι μια παρουσία οργανική. Δηλαδή να παίρνει στοιχεία από τα κινήματα, να χρησιμοποιεί νέα πολιτικά εργαλεία. Alors, évidemment, ça, c'était pas vrai. Et la prise de position de Syriza au sein de ces mouvements, elle était organique. On essayait d'être à l'écoute et en osmose souvent avec ces mouvements sans essayer de mettre une mainmise sur ces mouvements. Ένα από αυτά ήταν η χρήση του Facebook, των social media, το οποίο χρησιμοποιήθηκε και στην Αραβική Άνοιξη πάρα πολύ και ήταν και πραγματικότητα στην Ελλάδα. Donc les médias sociaux ont joué leur rôle là-dessus, tout comme pour les révoltes arabes et en Espagne. Οπότε το βασικό τελευταίο στοιχείο είναι ότι το 2012 είχαμε για πρώτη φορά ένα κόμμα του 4% μικρό της αριστεράς να προτείνει στο σήμερα τη δυνατότητα ρεαλιστικά να γίνει μια κυβέρνηση της αριστεράς και να αντισταθεί στη λιτότητα. Alors, vous voyez, nous avons eu cette chance, un petit parti, je le répète pour la troisième fois, du 3 à 4% est arrivé aujourd'hui à 36, presque 37%. Et essaye de mener une politique, parenthèse de ma part, l'indépendance politique n'est pas possible sans l'indépendance économique, et c'est Fidel Castro qui l'a dit, c'est pas moi. Je vous le rappelle. Et l'histoire continue. Alors maintenant, avant de conclure, on a une pensée pour notre camarade turc qui n'a pas pu venir. On a une pensée pour Asli Erdogan, auteur, journaliste, aujourd'hui emprisonné, pour tous les députés de HDP emprisonnés, tous les prisonniers politiques en Turquie. Et je voulais vous lire une lettre de prison d'Asli Erdogan qui se termine, je vais faire vite, qui se termine par les mots suivants. Chers amis, collègues journalistes et membres de la presse, je vous écris cette lettre depuis la prison, au lendemain de l'opération policière à l'encontre du journal Cumhuriyet, un des journaux les plus anciens. Actuellement, plus de 10 auteurs de ce journal sont en garde à vue. 4 personnes et moi-même, nous sommes aujourd'hui entre les mains de la police. Ceci démontre clairement que la Turquie a décidé de ne pas respecter ses lois ni le droit. En ce moment, plus de 130 journalistes sont en prison. C'est un record mondial. En 2 mois, 170 journaux, magazines, radios et télé ont été fermés. Notre gouvernement actuel veut monopoliser la vérité, entre guillemets, et la réalité, entre guillemets. Et toute opinion, un tant soit peu différente de celle du pouvoir, est réprimée avec violence. La violence policière, des jours et des nuits, de garde à vue jusqu'à 30 jours. Moi, j'ai été arrêtée seulement parce que j'étais une des conseillères du journal kurde. Malgré le fait que les conseillères n'ont aucune responsabilité sur le journal, eh bien, je n'ai pas encore été présentée devant un tribunal qui pourra m'écouter. Dans cette situation kafkaïenne, une scientifique linguiste de 70 ans a été également arrêtée avec moi et jugée pour terrorisme. Cette lettre est un appel d'urgence. La situation est très grave, terrifiante et extrêmement inquiétante. Je suis convaincue que le régime totalitaire en Turquie s'étendra inévitablement également sur toute l'Europe. L'Europe est actuellement focalisée sur la crise des réfugiés et semble ne pas se rendre compte des dangers de la disparition de la démocratie en Turquie et en Europe. Actuellement, nous, auteurs, journalistes kurdes, Alevis et bien sûr les femmes, payons le prix lourd de la crise de la démocratie.
L'Europe doit prendre ses responsabilités en revenant vers les valeurs qu'elle avait définies après des siècles de sang versé et qui font que l'Europe est l'Europe. La démocratie, les droits de l'homme, la liberté d'opinion et d'expression. Nous avons besoin de votre soutien et de votre solidarité. Nous vous remercions pour tout ce que vous avez fait pour nous jusqu'à maintenant. Cordialement, Asli Erdogan, le 1er novembre 2016, depuis la prison Bakirköy Seccarevi à Istanbul. État de guerre, répond Tassos Kourakis, poète et vice-président du Parlement à Athènes. État de guerre. Qui vous a dit que la guerre est finie? Parce que vous ne voyez pas ceux qui sont morts, car on ne vous a appris à le reconnaître que par les tenues militaires souillées de sang. Or, ne sont-ils pas victimes de guerre, ces chômeurs en rang dans les tranchées au petit matin à la recherche d'un emploi qu'ils ne trouvent pas? Ne sont-elles pas en tenue militaire, ces loques humaines qui errent dans les rues à la recherche d'un morceau de pain? N'est-elle pas de sang la lettre de licenciement? Les bombardiers ne volent plus dans le ciel, ils ne jettent plus de bombes avec fracas et explosions. Les nouvelles armes sont les bourses financières, les lois qui apportent la misère, l'armée de réserve de chômeurs. Les fours crématoires à Auschwitz ne sont pas éteints. Ils se remplissent tous les jours avec les rêves d'enfants et leur espoir devenu cendre, dégageant une horrible odeur de chair humaine carbonisée. Leur système sent la chair humaine brûlée. Qui vous a dit que la guerre est terminée? Parce que la télévision n'en parle pas et parce que vous ne lisez pas les journaux? Ouvrez donc le quotidien à la page de petites annonces et vous lirez le communiqué militaire annonçant les pertes sur le front de guerre de la vie. Renseignez-vous encore sur le suicide de tant de personnes désespérées. Renseignez-vous sur les migrants et les réfugiés empilés dans les camps de concentration modernes. Apprenez à reconnaître les collabos d'aujourd'hui qui ont pactisé avec ceux qui détiennent les produits financiers et les armes pour spéculer et violer le corps du pays et de ses habitants. Renseignez-vous enfin davantage sur la résistance et rejoignez ceux qui refusent les rôles assignés, car ils préparent leur riposte pour défendre la vie. Aucune guerre n'est terminée. Nous sommes en état de guerre. Εμπλατεία ήταν γεμάτη από το νόημα που είχε κάτι από τις φωτιές στις γωνίες και στους δρόμους από συντρόφους, οικοδόμους, φοιτητές και εσύ έλαμπες στη μέση όλου του κόσμου και ήσουν φως μου κατακόκκινη η φάδα σε γιορτή που δεν ξαναδά στη ζωή μου τη σκεφτεί. Merci beaucoup pour toutes ces belles paroles. Je suis navré d'avoir vous avoir un peu poussé, accéléré, mais nous avons à respecter quand même certaines heures, puisqu'à un moment donné, il va falloir laisser cet espace. Je ne sais pas si on a quand même le temps d'une ou deux questions. Deux questions. Oui. I'll ask a brief question about Syrian refugees in Greece. I was there last summer, and I visited 5 camps. Almost every Syrian refugee in Greece, they refuse to take asylum in Greece because of the political situation and the economical situation. They didn't find a future in Greece itself. So I'm wondering what will happen to those refugees in a couple of years if none of the European country in the European Union will take them. What do you think the Greece government, what policy will have towards them? So the situation is very difficult in terms of the refugee crisis now. In Greece, currently there are 60,000 refugees. The thing is that there is an agreement between European Union and Turkey, which puts many limits
in people's opportunity to go to another country. That means that there are many refugees now in Greece that seek for asylum, but this procedure is long, the first thing, and secondly, it isn't a thing that if one takes asylum, it can go to Germany, to Sweden, and another country. And there is a kind of an agreement with Turkey that the procedure for going to Europe is they have to be sent back to Turkey first, and then. What do you think the government's policy will be towards them? Well, because I doubt that they'll be able to send everyone to Turkey. Well, the thing is that many of these people now, they participate in programs funded by the European Union, and they have houses. They fund houses in order to live there. Some of, especially for people from Syria, there is a program for the children to go to school that is in power 6 months ago, and there is, let's say, a whole context, a whole plan in order for these people started to be socially integrated, to find a job, things like that. But you know that there is a procedure, because there are people that are coming from Turkey to the islands, and then there is a procedure from the hotspots, which are the first thing to go in central Greece. Some of them have to stay for more than 3 or 4 days, which is the limit, to the islands, and then go. So it's a kind of, it's a very complicated situation, because now borders in Europe are closed, and Greece is alone to solve this problem. Alors, je reprends en 2 mots. C'est que la question de réfugiés est traitée en Grèce par le gouvernement et aussi par les mouvements sociaux de façon très sérieuse et d'un point de vue très humaniste. Je pense que mon opinion, c'est que nous sommes une exception dans toute l'Europe de la façon dont nous accueillons. Nous avons accueilli 1,5 million de réfugiés qui sont passés par la Grèce les 2 dernières années. Presque 70 000 sont toujours là. On nous a imposé cet accord entre la Turquie, là je m'exprime en tant que coordinatrice de Syriza Montpellier, France, nous a imposé cet accord avec l'Union européenne et la Turquie, qui est contre les conventions de Genève, ça on le dit haut et fort, hein, et on essaie aussi, tant qu'on peut, de saboter. Ça, je vous le dis ici entre nous, on ne le dit pas sur les premières pages de journaux, mais on essaye de faire en sorte qu'on ait une attitude et une éthique de gouvernement de gauche radicale dans les très très maigres marges qu'on nous laisse, parce que nous avons déjà la crise humanitaire que nous devons traiter pour nous, et la crise des réfugiés s'est rajoutée à la crise humanitaire. Donc vous savez qu'il y a eu un bras de fer extrêmement pénible qui est toujours en cours, que nous faisons de petits progrès, que nous battons comme nous le pouvons sur tous les fronts, mais ce n'est pas encore gagné. On attend le changement de rapport de force en Europe. Je ne sais pas d'où ça va venir. Un gouvernement qui a une approche un peu plus proche que la nôtre, que les gouvernements actuels, avec qui on n'a pas beaucoup de choses à partager, ma foi. Et voilà, on n'entendait pas que la Grèce fasse la révolution toute seule en Europe. On a les idées, on a l'envie, mais on a aussi besoin de force. Et la force est malheureusement aujourd'hui avant tout économique. Et celle-ci, on ne l'a pas. Bonjour, bonsoir. Moi, j'aimerais parler à Marco Lopez.
J'aimerais vous demander, pardon, si tu penses pas que... je peux te tutoyer, non, ça va. Ok, parfait. Ouais, entre espagnol, ça va. Enfin, parce que tu as cité un chiffre hyper intéressant sur le fait qu'au moment 2011-2012, il y avait à peu près 80% des Espagnols qui soutenaient los indignados. Et moi, j'y étais à l'époque et je me rappelle, j'avais des amis de droite, des amis de gauche. Tout le monde était là-bas, tout le monde était pour l'antisystémisme, pour la conciliation du fait qu'on est tous contre la corruption, on est tous contre tout ce qui se passait à l'époque en Espagne qui a rassemblé los indignados. Et est-ce que tu ne penses pas que le fait que Podemos ait rassemblé qu'une partie de ces gens-là, en prenant les idées de la gauche et en prenant cet antisystémisme, mais peut-être en oubliant que l'Espagne reste un pays encore très traditionnel, tu le sais aussi, que les idées de la gauche, elles ne rassemblent pas tout le monde, et peut-être que Podemos aurait pu être un autre mouvement, pas de gauche, mais juste un mouvement antisystémique qui rassemble peut-être plus d'Espagnols. Est-ce que tu ne penses pas qu'en cela, Podemos est un échec? Bon, en fait, c'est un débat maintenant en Podemos. Il y a un débat très fort autour de ce qu'il appelle la transversalité, non? La possibilité d'inclure des gens qui ne s'identifient pas avec les identités classiques de la gauche et de la droite. Mais je ne crois pas que... D'abord, je ne crois pas que tu viens de dire que l'Espagne c'est un pays traditionnaliste ou de droite, ou pas de droite, mais je veux dire... Qu'est-ce que tu as dit, les mots? Traditionnel. Mais je crois que les identités politiques, ils ne sont pas... On a comme une cartographie classique de la gauche, de la droite, ce qui est réactionnaire, ce qui est révolutionnaire. Et là, je crois que ce n'est pas du tout défini. Je veux dire, les 80% des Espagnols qui s'identifient avec les indignés, cela veut dire qu'il y a quelque chose là qui est déjà... C'est difficile de débattre, mais il y a quelque chose là qu'il faut redéfinir. Les mots sont très importants. Alors, je ne crois pas d'abord que Podemos a décidé d'être un parti de gauche. Là, c'est les grands médias. Et tu me dis, Podemos n'arrivait pas à prendre tous les gens des indignés. Oui, mais c'est demandé beaucoup. Je veux dire, les grands médias, on a vécu presque des années d'offensives médiatiques impressionnant, et les Grecs connaissent aussi très bien cette histoire-là. Et aussi ici, je veux dire, Podemos des terroristes, des relations de Podemos avec État, des relations de Podemos avec les chavistes, ce sont des stalinistes, mais tout le temps avec des intellectuels, avec de tout type de gens, tout le temps comme ça, non? Alors là, c'est une bataille très dure. Avant, je parlais de la difficulté de mener ces questions, non? De répondre à cette exigence chaque jour des médias, de la télévision, des sélections, et en même temps d'essayer d'inclure des gens, de ne pas se replier dans des positions fixes, c'est très difficile. Alors, je crois pas que Podemos n'a pas arrivé à rassembler tout ce monde-là à cause de sa radicalisation. Podemos n'est pas radical du tout. Podemos, en fait, le programme de Podemos est presque pareil au programme du Parti socialiste espagnol qui présente aux élections, parce qu'après, il fait une autre chose. Mais c'est vraiment, d'abord, la dette. Bon, c'est impossible, c'est une dette odieuse, c'est une dette, on ne peut pas payer ça. Qu'est-ce qu'on fait? Tout le temps, ça commence à monter les PIB, tout le temps, la dette, non, les PIB, non, comment se dit, la dette commence à monter, on ne peut pas la payer. L'intérêt, ouais. Et ce sont des questions très logiques. C'est pas un parti radical qui veut nationaliser tous les. C'est un parti social-démocrate, en fait, Podemos. Et là, je crois que. Et pour finir, à propos, parce que c'est beaucoup de choses, à propos de la question des identités, il y avait, je termine avec ça, avec elle s'appelle Maria Tegui, je ne sais pas si tu le connais, c'est un marxiste péruvien, qui est très important et en théorie latino-américain, mais vraiment très très important en Amérique latine, et qui disait
bon, les Espagnols, dans la conquista de l'Amérique latine, ils sont arrivés ici, ils nous ont massacrés, ils ont passé un système, ils nous ont nominalisés comme des Indiens. Nous ne sommes pas des Indiens, nous sommes des peuples américains avec notre propre histoire. Mais alors, après des décennies, après des siècles, on est des Indiens finalement, on est devenus des Indiens. Alors, on doit s'émanciper comme des Indiens. Là, je ne sais pas si je m'explique, mais je veux dire, il faut s'émanciper avec les mots et c'est la même question qu'avec la démocratie. Peut-être que je suis un petit peu perdu maintenant, je ne m'explique très bien, mais il faut s'émanciper avec les matériaux sociaux, historiques du moment. Et Podemos a fait ça, et maintenant il continue avec cette même démarche, non? La question du langage. Bon, voilà. Bon, je crois que nous allons... Ah, il y a encore une question? Oui, d'accord. Excusez-moi, ce n'était pas une question, c'était un témoignage, parce que je milite avec Syriza depuis un paquet d'années et j'ai été présente dans les manifestations depuis 2010. Je voudrais dire en quoi Syriza, à un moment donné, a parlé au peuple grec. Dans les manifestations, rappelez-vous, à l'époque, c'était Merkel et Sarkozy qui faisaient les traités, les politiques d'austérité, et c'est Merkel et Sarkozy qui avaient nommé le fameux président banquier à la place. Et donc, il y avait une certaine haine contre le peuple français et le peuple allemand dans les manifs. Et le rôle de Syriza, je l'ai vu, c'était d'avoir mis d'une façon hégémonique la notion de troïka. C'est-à-dire, c'est les politiques européennes, la BCE, le Conseil européen, le FMI, qui sont cause de l'austérité. Ce n'est pas les peuples français, ce n'est pas les peuples allemands. Et c'est comme ça qu'ils ont maintenu l'extrême droite dans un bas niveau. Vous comprenez? Ils l'ont fait sur des enjeux de classe, austérité, contre banque, etc. Alors que nous, vous voyez ce qui se passe en France. Donc c'est ça le rôle très important qu'a eu Syriza, à mon avis. Et la dernière chose pour cette journée, je trouve que c'est important, c'est de voir comment dans le sud de la Méditerranée, les révoltes ont eu un effet domino. La Tunisie a eu un effet domino sur l'Égypte, sur d'autres, jusqu'au Bahreïn, Alors qu'en Europe, quand Tsipras a pris le pouvoir, il a toujours dit qu'il n'y arriverait pas tout seul. Et il attendait à ce qu'il y ait un mouvement dans le peuple européen. Et il n'a pas eu lieu. Je laisse cette question. Alors que la société civile est très organisée en Europe, il n'y a pas eu de mouvement général, alors que le sud de la Méditerranée, il y en a eu un. Je peux réagir là-dessus. Si je vais réagir là sur votre intervention. Oui, en effet, il est triste qu'une partie de la gauche européenne qui soutenait Syriza, en tout cas dans les paroles, lorsque nous avons subi ce coup d'État financier et ce chantage épouvantable par les institutions, donc Banque Centrale Européenne, etc., ont pris leur distance. Je pense par exemple à Jean-Luc Mélenchon, je pense à des amis du Front de gauche ou même de Nuit debout qui font ici en France, auprès de l'opinion publique, des critiques très âpres et parfois très injustes d'une composition que nous ne comprenons pas. Parce que nous n'avons pas changé nos principes, nous n'avons pas changé notre vision. Nous disons que nous avons été obligés de signer l'été 2015 un mémorandum, un troisième mémorandum, sous les chantages et le pistolet sur la tempe, mais que nous sommes en train de tout faire pour changer les rapports de force, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. Et nous vous attendons, chers amis et camarades européens. Mais ne tapez pas sur ceux qui résistent. Merci. Et on va terminer par une phrase d'un poète turc, Nazım Hikmet, puisqu'il dit que les plus beaux jours à vivre sont pour sûr à venir. Donc on va se battre pour améliorer ce monde, tous ensemble. Voilà, merci beaucoup à tous nos intervenants de cette troisième table ronde et puis ceux qui ont précédé. Nous avons la matière à réfléchir et j'espère à agir pour changer nos destinées tout autour de la Méditerranée et bien au-delà. Et je crois que maintenant,
nous avons droit à un buffet de clôture de ces rencontres.